Bien, bonjour à tous, je suis ravi d'être ici et je viens vous parler de comment on peut gérer la connaissance dans ce contexte un peu particulier, un peu nouveau de l'arrivée de l'IA et de l'IA générative en particulier dans notre vie de tous les jours. Alors, pourquoi c'est important de gérer sa connaissance personnelle, individuelle, voire d'équipe? Je pense que vous avez tous eu l'expérience, on vit tous ça, d'oublier des choses importantes. Ça peut être une super idée qu'on a eue, qu'on a oublié de noter. Ça peut être un passage d'un bouquin qui nous a marqué et qu'on a oublié, ou encore des conversations importantes. Et en fait, aujourd'hui, on est sollicité par énormément d'outils, d'informations, et ça devient très compliqué de capturer et surtout de savoir utiliser et bien exploiter cette connaissance. Alors, je ne sais pas si j'ai la, la super solution pour faire tout ça, mais en tout cas, moi, je peux vous montrer une manière de faire et comment moi, j'utilise ça individuellement, personnellement, pour améliorer finalement au quotidien la gestion de mes notes et de mes connaissances. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je me présente en quelques mots. Je suis Mathieu Légachery, je suis architecte dans les équipes Data AI Docto. Et s'il y a quelque chose qui me passionne, que j'adore faire, c'est prendre des sujets d'intelligence artificielle et de les appliquer sur le terrain. Alors, bien sûr, je les applique en entreprise, mais un sujet d'expérimentation que j'adore, c'est les appliquer sur des domaines plus personnels, que ce soit sur mes passions, par exemple, sur de la musique. Et là, depuis un an, j'ai l'occasion de croiser en fait une habitude que j'ai prise depuis 5-6 ans de faire de la prise de notes systématique avec une méthodologie de prise de notes bien particulière. Je me suis demandé, tiens, est-ce que la GenAI, ça ne me permettrait pas d'accélérer si je ne peux pas finalement exploiter cette base de connaissances que j'ai construite, capitalisée au fur et à mesure des années. Alors, quand on parle de gestion de la connaissance, ça peut paraître un peu flou comme sujet. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, la gestion de la connaissance, là j'ai mis l'acronyme anglais, PKM, Personal Knowledge Management, c'est le terme que vous retrouverez beaucoup sur Internet si vous cherchez sur le sujet. En fait, le PKM, c'est un ensemble finalement de méthodologies. Donc il y en a quasiment une par personne qui fait ce type d'expérimentation. Donc en fait, vous allez trouver plein de choses sur le sujet et il va vous falloir tester et itérer. Au final, je pense aussi à un autre point que vous devez, si vous devez retenir un autre point de cette présentation, c'est la gestion de la connaissance personnelle. Comme son nom l'indique, c'est très personnel. Donc le meilleur workflow finalement pour gérer vos notes, gérer les choses qui vous sont importantes, c'est ce que vous allez construire vous. Ce n'est pas ce que vous propose un outil ou une approche ou un bouquin. C'est quelque chose que vous allez construire. Alors, pour vous illustrer ce que c'est une méthodologie de gestion du savoir, je vais partir un peu aux racines de la gestion du savoir, un peu à l'échelle, en, en introduisant un nouveau mot là, qui est Zettelkasten. Zettelkasten, c'est un terme allemand qui signifie boîte de notes ou boîte à idées. Mais c'est aussi une méthode de prise de notes un peu scientifique et qui permet de capitaliser sur plusieurs années une base de connaissances. Alors on pourrait le voir comme à droite là, on pourrait se dire tiens, en fait de la prise de notes c'est juste je prends des fiches cartonnées, j'écris des choses, je les mets dans une boîte à chaussures et je les oublie. Et justement l'idée de Zettelkasten c'est d'éviter ça, c'est de se dire en fait je vais créer une méthodologie, une manière systématique de prendre mes notes pour que je puisse capitaliser ces notes sur le long terme. En fait, c'est un peu comme un livret d'épargne. Hein. Au lieu de gérer, de mettre de l'épargne, on va dire de l'argent, là, ça va être des notes. Ça va être des connaissances que vous avez accumulées au fur et à mesure du temps, que vous allez capitaliser. Et là, l'idée qu'on va essayer d'exploiter, c'est comment on peut accélérer leur exploitation. Alors, Zettelkasten, pour vous illustrer, il est très lié aussi à un chercheur qu'on cite souvent lié à cette méthodologie, qui est Niklas Luhmann, qui est un chercheur sociologue allemand, qui a été très connu pour cette méthodologie-là, parce qu'il l'a quasiment érigée en art de vivre, parce qu'au cours de sa carrière scientifique, de chercheur, il a accumulé plus de 90 000 notes, donc ordonnancées selon ce système-là.
Et il est aussi connu comme étant un chercheur du XXe siècle, parmi les plus prolifiques en sociologie, parce qu'il a publié des centaines d'articles, des dizaines de livres. Après sa mort en 98, ses fiches ont été numérisées et ses étudiants ont continué à publier, basés sur sa base de connaissances, même après sa mort. Donc ça montre à quel point il a réussi à systématiser cette méthode et la transmettre à d'autres, et surtout faire en sorte que cette méthodologie soit exploitable par d'autres. Alors, le principe de Zettelkasten, il est relativement simple. C'est déjà, faire de la prise de notes structurée. Alors, qu'est-ce que j'appelle structurée? Ça veut dire saisir sur une note une idée principale qui va être enrichie au fur et à mesure que vous développez cette idée. Alors, qu'est-ce qu'on saisit dedans? Je vais faire référence là à la présentation qu'a fait Frédéric Duvivier en début d'après-midi. Il a montré une pyramide de la data, avec en bas les données brutes, ensuite l'information, suivi de la connaissance, et ensuite de la culture. En fait, là, ce qui nous intéresse de saisir, c'est la connaissance. Vous n'êtes pas là pour créer des notes où vous allez saisir des données brutes, ou saisir des informations que vous pourriez retrouver par ailleurs. En fait, ce que vous allez saisir, c'est la connaissance, les idées, les choses qui vous permettent de comprendre à nouveau le contexte dans lequel vous avez compris des choses. Donc c'est vraiment l'information minimale et la plus synthétique. Associé à cette prise de notes structurée, il va y avoir un système d'indexation et surtout l'intégration de métadonnées. Les métadonnées peuvent être juste un titre, des tags, qui vous permettent de lier les notes entre elles. Parce qu'en fait, toute la valeur de ces méthodologies de prise de notes, ce n'est pas de les utiliser à l'instant T, mais bel et bien de les utiliser sur le long terme. Quand je parle de long terme, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou voire comme Niklas Luhmann, 40 ans. En fait, c'est lié à ce troisième principe, c'est basé avoir ce capital de notes, ce capital de connaissances, c'est quelque chose que vous devez faire vivre. Donc ça veut dire les relire régulièrement, trouver des liens entre ces notes, et finalement itérer, les raffiner. Au final, les meilleures idées qui ont été trouvées avec ces systèmes-là, ce n'est pas une idée, un eureka qu'on a eu en faisant une note, c'est finalement en trouvant des associations d'idées que vous avez eues sur plusieurs années. Voilà un peu dans l'idée ce que c'est la méthodologie Zettelkasten. Donc voilà, il n'y a rien de technologique dedans. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui avec un carnet de notes. Il y a besoin d'un stylo et de papier. Ou aujourd'hui, si on veut sortir un peu des boîtes à chaussures et des fiches Bristol, des outils digitaux, forcément, c'est beaucoup plus simple. Et ça a pas mal d'avantages. Ça nous ouvre un écosystème assez important. Alors, il y a une multitude d'outils pour le faire. Je ne vais pas vous rentrer dedans parce que c'est un écosystème, il y en a des centaines. Je vais plutôt vous parler du piège. Le piège, en fait, parmi ces outils, c'est le format. Là, on parle de capitaliser à long terme. On parle de capitaliser sur vos notes sur 5 ans, 10 ans, bref, ce que vous voulez. Ça veut dire que les outils vont bouger. Il y a des outils que vous allez utiliser qui n'existeront plus dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pour autant, vous voulez continuer à utiliser et à exploiter vos notes. Donc ce qui est crucial quand vous commencez à travailler sur des systèmes comme ça, c'est choisir un bon format, un format simple, qui soit utilisable sur le long terme. Et un format qui est majoritaire dans cet écosystème de la gestion de la connaissance, c'est Markdown. Markdown, pour l'expliquer très simplement, j'ai mis un exemple en dessous, c'est un format fichier texte simple, il n'y a rien de binaire, ce n'est pas un format propriétaire, c'est ultra simple, vous mettez votre contenu, il y a quelques petites balises pour mettre les titres, des sous-titres, vous pouvez mettre en gras, des choses comme ça, un peu de mise en forme, mais c'est très minimaliste et c'est fait pour. C'est fait pour que le Markdown, ça reste finalement un format extrêmement simple qui puisse passer, on va dire, les épreuves des années. Alors, bien sûr, c'est un format texte, donc ce que vous pouvez le lire avec un notepad ou dans 10 ans avec l'équivalent. C'est compatible du coup avec plusieurs outils et ça évite deux choses que moi, en expérimentant comme ça avec de la prise de notes, j'ai vécu. Déjà, le vendor lock-in, c'est-à-dire que quand vous commencez à prendre des notes sur le long terme et que finalement vous voulez changer d'outil et que vous vous retrouvez avec un outil où le format est complètement propriétaire, où vous devez passer des heures carrées
à exporter toutes vos notes sur un autre outil. Bon, ça, c'est une galère, c'est pénible. On a tous envie d'éviter ça. Et puis, il y a un autre aspect que moi, j'ai apprécié finalement sur plusieurs années, c'est le switching cost. En fait, moi, je suis un geek, j'aime bien changer d'outil tout le temps. Mais pour autant, j'aime pas reprendre toutes mes datas et les retransformer en autre chose. Donc en fait, avoir un système qui vous permet de tester des nouveaux outils régulièrement, ça aussi c'est une richesse et ça vous permet des expérimentations comme je vais vous montrer, par la suite. Alors comment on peut faire Alors je vais faire un petit disclaimer. Moi je vais vous montrer ma manière de faire. Comme je vous le disais, la prise de notes individuelle personnelle, c'est très personnel et lié à la façon dont on travaille ou dont on réfléchit. Donc moi, je vais vous montrer un écosystème, comment moi je travaille. Ça sera sûrement pas le bon écosystème pour vous, ou peut-être que vous trouverez un moyen plus simple, plus intégré. Mais l'idée, c'est que je vais vous montrer les briques principales qui vous permettent de mettre ça en place. Et j'aimerais aussi vous montrer, moi, quel type d'accélérateur, quel type de mini workflow j'utilise aujourd'hui dans mon métier pour me faciliter la vie. Alors, voilà ma knowledge stack. Hein, elle est relativement simple. Hein, c'est en format, ça je ne vais pas revenir dessus, c'est du Markdown. Alors là, c'est un peu bizarre pour les moins geeks d'entre vous, mais j'utilise en éditeur, même pour du texte, j'utilise VS Code. Pourquoi Parce que en fait, je fais du code dans la journée et j'écris aussi du texte. Donc en fait, VS Code, ça me permet de rester dans le flow. Hein, ça m'évite de sortir d'un logiciel pour aller prendre des notes ailleurs. Donc VS Code, pour éditer du texte, ça peut éditer du code, ça peut éditer du texte, ça peut éditer du Markdown très bien. Donc j'utilise ça. J'utilise juste un petit plugin qui s'appelle Foam, F-O-A-M en bas, qui me permet de créer tout ce système de métadonnées Zettelkasten et de créer des liens entre mes notes. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, gestion de la base de connaissances classique. Maintenant, on va rentrer dans la partie un peu plus ajoutée de l'IA, du GenAI, pour faciliter certaines opérations sur cette base de connaissances. Alors pour ça, j'ai intégré un copilote open source qui s'appelle Continue, qui est intéressant parce qu'on installe ça dans VS Code, donc c'est une expérience complètement intégrée. Et vous allez pouvoir utiliser du GenAI combiné en fait avec vos éléments, vos notes. Donc l'autre intérêt de Continue Dev, c'est que c'est open source. Vous regardez comment il fonctionne. Vous pouvez voir qu'il n'envoie pas vos données à droite et à gauche. Et surtout, il n'est pas lié à un seul provider de LLM. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer de LLM au fur et à mesure que les LLM évoluent et que leurs performances, on va dire, sont différentes sur les use cases. Alors moi, au niveau des LLM, j'utilise deux approches aujourd'hui. Une approche avec le focus sur la privacy, où j'utilise Ollama. Ollama, c'est une petite application que vous pouvez installer sur vos postes et qui permet de faire tourner des petits LLM locaux. Donc, ils ne sont pas très puissants. Ils ne vont pas forcément vous aider autant qu'un GPT-4 ou un Gemini, mais ça fait le job sur plein de choses. Sur plein de choses, ça fait parfaitement le job. Donc là, vous pouvez garder vraiment vos données sur votre poste, elles ne sortent pas. Pour les use cases un peu plus complexes, j'utilise Gemini. Et là, toute la puissance, on va dire, d'un plugin comme d'un copilote, comme Continue, c'est que je peux switcher de l'un à l'autre en fonction de mon use case. Alors, je vais mettre un peu en musique tout ça et vous montrer quel type de workflow on peut optimiser. Donc, je vais mettre ma casquette de consultant. Et on va imaginer, je suis sur une mission. Voilà, je suis en train de travailler sur une mission de MLOps, ModelOps. Donc, ça veut dire quoi? Je vais devoir accumuler de la connaissance dessus, je vais devoir combiner de la connaissance d'architecture, des notes que j'ai prises, des photos, des schémas, pour construire finalement des recommandations sur le sujet. Donc je vais vous montrer quelques petits raccourcis que j'utilise qui me permettent de faire ça de manière plus efficace. Alors, première étape, déjà, c'est la capture d'informations. Capturer la connaissance, ça veut dire j'ai des entrants, des notes simples de réunion que j'ai pris, des mémos vocaux que j'ai pu prendre aussi, des post-it d'atelier,
des drafts de schémas d'architecture que j'ai mis sur un bout de papier ou des architectures que j'ai sur lesquelles j'ai un screenshot, des listes de solutions, de la doc. Donc vous voyez, c'est des petits points un peu d'information un peu éparses. Et là, on veut les transformer en connaissances à droite, c'est-à-dire les transformer en notes et les associer à des idées et à des recommandations. Alors, en définitive, pour stocker ça, j'utilise une organisation de fichiers complètement basique. Ça, c'est un répertoire dans lequel j'ai mon PKM, là, dans lequel j'ai Inbox. Et Inbox, en fait, va me servir à stocker toutes les nouvelles notes. Je n'ai pas envie d'avoir la charge mentale de me dire, tiens, je suis en train d'écrire quelque chose, où est-ce que je la classifie dans mon système de notes super compliqué? Donc, je le mets dans Inbox. Donc, dès que je prends une nouvelle note, je le mets dans Inbox. Voilà. Dès que je prends un screenshot ou d'atelier, je le mets dans Inbox. Je le classerai plus tard. Dans Radar, en fait, j'utilise tout ce qui est... là, c'est plus professionnel, c'est plus mon glossaire. Voilà, dès qu'il y a une nouvelle techno, ça me sert de glossaire et un peu d'index. Par exemple, si je travaille sur cette nouvelle techno MCP, modèle contexte protocole, et ben, je vais créer une fiche là-dedans et ça va me permettre de relier ça à des choses plus importantes. Donc, par exemple, si je vais dans ma partie radar, là, si je regarde par exemple MCP, ben, en fait, je retrouve ma note que j'ai prise sur les MCP. Bah, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, ça standardise. Voilà, j'ai mis les 2-3 idées. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais mettre les sources externes, mais aussi les sources internes. Donc ça, IA Souveraine, c'est une autre note par ailleurs que j'ai sur le sujet. Donc vous voyez l'idée, itérativement, vous allez utiliser cette structure pour stocker, on va dire, des idées et un glossaire. Ensuite, j'ai une partie knowledge où en fait là, c'est des fichiers Markdown plus détaillés par domaine. Ça pourrait être de l'architecture, de l'IA, etc. Je vous montrerai quelques extracts. J'ai fait un extract de base de connaissances pour le use case. Et ça, c'est une nouveauté, vous le trouverez dans aucun Zettelkasten, c'est les skills. Parce qu'avant, il y avait, en fait, le skills, c'est des prompts. C'est des prompts qui sont exploités par les outils GenAI de mon copilote. Et tools, c'est tous les scripts que j'utilise de temps en temps pour nettoyer tout ça. Alors, ça, c'est un exemple d'organisation. Vous en avez des beaucoup plus structurés, surtout si vous voulez l'utiliser dans un cadre plus personnel. Par exemple, je vous recommande la méthode PARA, qui est issue du livre Building a Second Brain, où il structure sous forme de Project Area Resource Archive, et qui permettent de très bien structurer de la même façon des notes. Alors, je vais itérativement vous montrer comment je fais de la capture dans cette base de connaissances, avec déjà la capture d'une note simple. Alors, une note simple, vous voyez, j'ai ma note en Markdown ici. Bah, en fait, ça va être tout simple. Je vais, quand je saisis une nouvelle note, comme je vous le disais, là, je vais créer ModelOps, format Markdown. Je prends ma note. Bon, voilà. Du coup, vous voyez, l'idée, c'est un éditeur de texte, il n'y a pas de souci. Donc là, l'intérêt, par contre, c'est que ma note, effectivement, je vais pouvoir très facilement naviguer, un peu comme si j'étais sur un wiki, sur mes autres notes liées à mon PKM. Donc là, par exemple, j'ai relié cette note ModelOps à Databricks. Donc je peux aller côté Databricks voir ma note que j'ai écrite dessus. Voilà, donc ça, c'est le truc le plus simple. Bon, il n'y a pas besoin d'IA là-dedans. Maintenant, si on veut aller sur des sujets qu'on avait du mal à faire avant, bah, c'est par exemple capturer des post-it d'atelier. Donc vous voyez, vous avez des petites images comme ça avec la to-do doing done. Vous voulez capturer ça et éviter de tout ressaisir à la main. Alors ça, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Vous pouvez avoir, je vais grossir au maximum. Non, pas trop non plus. Là, en fait, vous allez pouvoir lui donner, par exemple, une image. Et en fait, pour lui faire traiter cette image, c'est là que je vais utiliser la notion de skills. C'est-à-dire c'est des prompts que j'ai ajoutés dans mon PKM.
Donc là, comme skills, je vais lui dire tu traites cette image avec un prompt qui sera posted to Markdown. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement envoyer cette requête et il va faire l'analyse de cette image et me ressaisir ça sous un format qui sera utilisable en texte. Donc là, de la même façon, je vais pouvoir directement l'intégrer à ma note et travailler dessus, vous voyez, directement en Markdown. Je peux avoir un rendu d'ailleurs, vous voyez, ça m'a saisi en Markdown et je peux directement l'éditer. Voilà, j'ai rien à faire. Et ça, avant, c'était un peu pénible. Donc ça, je suis content d'avoir gagné 5 minutes là-dessus. Alors, on peut aller un peu plus loin et on peut essayer de capturer des schémas d'architecture. Moi, par exemple, je fais beaucoup d'architecture as code, c'est-à-dire que ça m'embête de faire mes schémas d'archi en PowerPoint parce qu'après, je suis obligé, à chaque fois que je les édite, je dois les reprendre. Bref, c'est un peu compliqué. Donc, je fais beaucoup d'architecture as code, c'est-à-dire que j'utilise des formats type Mermed. Donc, c'est-à-dire que je décris les architectures sous forme de code. Là, par exemple, encore une fois, c'est quelque chose où l'IA générative peut vraiment nous aider. Donc, par exemple, capturer ce schéma et l'intégrer dans ma présentation, c'est relativement facile. Donc, je prends le même principe. Je vais prendre ici mon image. Et là, je vais appeler un prompt ici schema to Mermed. Et de la même façon, je vais pouvoir prendre le résultat, l'intégrer à ma présentation. Et là, de la même façon, vous voyez, il a récupéré, il a compris ce schéma d'architecture. Je suis capable de l'éditer en live. Bref, là encore une fois, pas mal de temps gagné. Alors, quand je vous parle de prompt, au final, ça revient à quoi? Eh ben, au final, là encore, c'est juste du texte. Donc, si je vais dans ma bibliothèque de prompts, là, par exemple, les 2 prompts que je vous ai montrés, c'est tout simplement du texte. Donc, si je vais, par exemple, dans mon prompt qui permet de faire du post-it to Markdown, vous voyez, c'est juste un texte, comme ça. Convert post-it photo to a Markdown file. Je vais grossir pour ceux qui sont au fond. Donc voilà, c'est juste un texte où je vais lui demander, je lui donne un rôle. You are a Markdown Writer Assistant, I will provide an image. Là, je lui donne quelques astuces. S'il y a plusieurs post-it, je veux qu'il les formate d'une telle façon. S'il y a plusieurs lignes, voilà, je lui donne plein de... Par exemple, je lui dis de ne pas injecter d'HTML à l'intérieur. Bref, tout ça, après, c'est du prompt engineering classique. Je vais accélérer un peu. Ensuite, une fois qu'on a capturé, on peut exploiter. Exploiter cette connaissance, ça passe par différents moyens. Le moyen le plus simple, dès qu'on a un PKM, c'est d'utiliser le graphe de connaissances. Donc, au fur et à mesure que j'ai saisi finalement mes notes, en fait, automatiquement, l'outil me construit un graphe de connaissances qui permet d'aller voir, tiens, IA souveraine, à quoi est reliée cette notion. Donc, bon, des fois, je trouve ça un peu gadget, mais c'est toujours intéressant. Par contre, là où ça devient très intéressant, c'est quand vous utilisez plus des concepts de type RAG, Retrieval Augmented Generation, où on va utiliser le LLM combiné avec des connaissances que vous avez intégrées à votre base de connaissances. Alors, par exemple, là, ça va être relativement simple aussi. En fait, je peux requêter directement. Je vais juste reprendre copy-paste, parce que j'écris pas aussi vite qu'Ali. Et là, en fait, je vais pouvoir lui dire, donne-moi des recommandations sur Databricks. Et là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir lui spécifier des fichiers. Par exemple, je vais lui dire, utilise ma note Databricks. Donc là, il va prendre en contexte ma note que j'ai déjà écrite sur les architectures Databricks, et il va me faire des recommandations basées sur cette base de connaissances. Alors là, c'est des choses relativement classiques aussi, mais on peut aller un petit peu plus loin. On peut faire requêter le PKM avec un rôle. Donc là, c'est juste qu'on va combiner de la connaissance avec également un rôle qu'on a pré-programmé dans notre application.
Donc par exemple ici, je vais pouvoir lui faire la même requête. Je vais lui dire donne-moi des recommandations sur Databricks, sauf que là, je vais appeler un rôle qui là encore est dans un prompt, qui est avec le rôle d'AI Architect, donne-moi des recommandations sur Databricks, et tu vas utiliser le fichier Databricks. Voilà, et du coup là on voit qu'il va utiliser en contexte pour me répondre. Alors le radar, ça c'est lié à ce prompt-là, Databricks, et ce prompt, en fait, encore une fois, c'est juste un texte. Je lui explique, bah, tu es un data AI consultant et AI architect, tu vas analyser de telle façon, tu peux prendre tel fichier de contexte à chaque fois que je te pose une question. Donc voilà, après les cas d'usage sont multiples, c'est pour ça quand je vous dis que c'est très personnel de la façon dont on peut exploiter ça, bah, c'est que finalement ces prompts-là, c'est à vous de les écrire et les faire évoluer. Alors, une fois qu'on a capturé puis exploité, la dernière phase, c'est le raffinage. Donc là, c'est faire améliorer certaines des informations ou des notes. Un exemple que j'aime bien, c'est que ça m'arrive de prendre des mémos vocaux avec mon ordinateur, donc j'enregistre juste ce que je pense. Le problème des mémos vocaux, c'est qu'en général, quand on écrit, on écrit quelque chose de structuré. Quand on parle pour nous-mêmes, pour des idées, en fait, c'est pas structuré du tout. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser, quand je prends un mémo vocal, j'utilise Whisper qui tourne en local pour faire un voice to text, et j'utilise un prompt de la même façon qui va retraiter ce texte et me le nettoyer sous forme d'une note. Bon, je n'ai pas trop le temps pour vous faire la démo sur celui-là. Je vais passer sur celui d'après, on peut faire même des choses encore plus avancées. Par exemple, pour faire des résumés très complexes de documents, j'utilise un prompt spécifique que j'appelle qui est appelé Chain of Density. C'est une technique de prompt engineering qui va faire un résumé de résumé de résumé de résumé qui à chaque fois va checker les entités présentes ou absentes dans le résumé précédent. Et ça permet de faire finalement des résumés très qualitatifs. Donc par exemple, ici, je veux lui préciser, je veux que tu me crées une chain of density et je vais lui redonner mon fichier Databricks. Donc là, en fait, il me crée un premier résumé. Il me dit, ah tiens, dans le premier résumé, il manque ces concepts-là à partir du document original. Ensuite, il me crée un second résumé, et ainsi de suite. Ça vous permet de créer des résumés ultra synthétiques et ultra qualitatifs. Alors, voilà juste quelques exemples qu'on peut faire, et qui, je pense, il y a encore 2 ans, je ne pouvais pas faire du tout. Mais en fait, on peut aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est plus expérimental. Donc ça, c'est des choses que j'utilise tous les jours. Là, ce que je vais vous dire, c'est plus de l'expérimental. C'est comment on peut aller déployer ça au niveau d'une équipe. Donc c'est une expérience que j'ai faite depuis un trimestre. C'est essayer de trouver des moyens pour capitaliser de la connaissance, là non plus individuellement, mais essayer de trouver un domaine où l'équipe capitalise et fait de la curation sur un domaine donné. Alors, du coup, bon, c'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué à faire en sorte que les gens capitalisent dessus, mais je vais vous dire un peu les 2-3 choses que j'ai apprises là-dessus. Alors déjà, les principes fondateurs, c'est il faut, si vous voulez, que les gens capitalisent en termes d'équipe, déjà, faut que ça soit relativement restreint. C'est-à-dire qu'il faut vous dire, par exemple, vous allez capitaliser sur l'architecture data. Deuxième point, c'est garder ça simple. Par exemple, au début, pour partager en fait les notes, j'avais donné un Git interne aux équipes pour qu'elles partagent dessus. En fait, même si on est tous des développeurs, le fait de devoir faire des guides, commits, etc., en fait, c'est une barrière technique qui fait que les personnes vont moins faire l'effort. Donc, il faut aller sur des choses plus simples. Et troisième point, c'est sur privacy et les small language models. J'essaye de maximiser en fait qu'on capitalise des prompts qui fonctionnent avec des SLM. Pour 2 raisons, c'est que pour certaines données, elles ne peuvent pas sortir de l'ordinateur, donc on est obligé d'utiliser des modèles locaux. Bien sûr, la sensibilité énergétique. Par exemple, pour faire une traduction de texte anglais-français, un SLM, ça fonctionne très bien, on n'a pas besoin de faire tourner un cloud pour ça.
Donc là aussi, je pense que c'est important que les équipes montent en compétences sur le prompt, comment prompter et comment aussi prompter en fonction de la capacité du modèle, que ce soit du SLM ou des large language models. Au niveau gestion, séparation en fait entre le personal knowledge management, c'est-à-dire au niveau individuel, et le TKM, le T c'est pour tribe, c'est pour l'équipe. En fait, c'est hyper simple techniquement, parce que les outils de gestion de PKM, ils travaillent au niveau d'un répertoire. Donc en fait, si j'ai envie d'utiliser avec mon PKM uniquement les données que j'ai capitalisées à titre individuel, eh ben, je le lance dans ce répertoire. Si je veux utiliser ce qui a été fait au niveau tribe, je le lance là. Si je veux utiliser les deux en même temps, je le lance dans le répertoire parent. Vous voyez, là, il n'y a pas trop de complexité. Et dernier élément, c'est de partager un langage commun. Qu'est-ce qu'on capitalise? Alors là, j'ai réutilisé quelque chose qui a été fait par InstructLab, qui est un projet open source comme ça de capitalisation de la connaissance, et que j'ai trouvé très bien, on va dire, formalisé. En fait, ce que je peux demander aux équipes de capitaliser, c'est sous les 3 briques roses. Alors ça se voit pas bien, mais la connaissance. Bon, ça, j'ai fait le tour. Je pense que vous avez compris. Donc des données et des faits qui reposent sur des documents. Il y a des foundational skills, donc des prompts qui sont fondations, qui sont là gérés par le LLM cible. Qu'est-ce que j'appelle un prompt fondation? C'est la capacité du modèle de faire de la réflexion, du code, des maths. Ça, c'est pas vous qui allez gérer ça, donc on ne capitalise pas de choses là-dessus. Par contre, sur des skills sur lesquels les équipes peuvent partager des choses, il y a 2 types de skills. Les compositional skills, qui est un prompt qui n'utilise pas de contexte. Quand je dis contexte, ça veut dire données, documentation supplémentaire, ou des prompts qui nécessitent un contexte. Par exemple, là, mon prompt AI Architect, il est dans ce cas-là parce qu'en fait, il a un rôle et en plus, il utilise un certain nombre de données que moi, je lui donne pour mieux répondre. Alors, en guise de takeaway, je pense que le point principal à ne pas oublier, c'est que quand vous mettez en place un système comme ça, c'est pour le long terme, sur plusieurs années. Donc, dès que vous êtes dans des freins techniques ou des choix trop spécifiques, il faut vous dire que ce n'est pas le bon. Faire de la curation et non du stockage. Donc ça veut dire il faut l'information minimale. Eric qui nous parlait de compression ce matin, eh ben, c'est de la compression qu'on doit faire ici. Il faut que vous trouviez les bons déclencheurs pour que quand vous relirez cette note, vous soyez en capacité de retrouver le concept, les idées et le contexte. Deuxième point, se reposer sur un format plutôt qu'un outil. Je pense que ça, c'est ce qui m'a fait plus gagner de temps, on va dire, à long terme. Et puis troisième point, le workflow parfait, c'est le vôtre. Vous aurez il y a plein d'outils en ce moment qui sortent sur l'AI, sur comment gérer vos plannings avec de l'AI, vos notes avec de l'AI, etc. En fait, il faut que vous testiez des choses parce qu'il n'y a pas un outil aujourd'hui qui marchera pour tout le monde. C'est trop personnel, trop individuel, la façon dont ça fonctionne. Donc, je vous encourage à tester différentes approches et à construire vos workflows. Moi, les choses que je vous ai montrées qui m'accélèrent, peut-être que ce ne sera pas du tout ça qui va vous accélérer. Et donc, je vous encourage vraiment à expérimenter. Et merci à tous.